Mesdames et messieurs, bonjour et merci de suivre notre émission, notre 5e émission Parcours de migrants. Et le sujet d'aujourd'hui s'intitule La crise migratoire en Europe. Pour en débattre, nous avons un éminent invité. Bonjour, monsieur Robert Fota. Fopa, autant pour moi. Voilà. Vous êtes le président de l'Association internationale Culture sans frontières. Oui, merci. Oui, bonjour. Et nous allons débattre aujourd'hui de la crise migratoire en Europe. Nous savons que cette crise ne cesse de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Il y a aussi des médias nationaux et internationaux qui y vont de leurs petits commentaires. Nous avons également des partis d'extrême droite en Europe qui affichent publiquement les colères et leur indignation à l'égard des migrants. Et même c'est un pays membre de l'Union européenne, précisément de l'Europe centrale et orientale, ferme les frontières. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est la fin de l'immigration en Europe? Bien, bonjour chers téléspectateurs et téléspectatrices. Avant de répondre à votre question qui est pertinente, je vais d'abord présenter succinctement l'Association internationale Culture sans frontières. Donc j'ai la double responsabilité d'animer depuis 1987, donc plus de 30 ans. Donc allez-y. Et en même temps, me présenter ma profession puisque je suis en même temps éducateur spécialisé. Alors parlez-nous brièvement de votre association. Alors, je vous parle brièvement de l'Association internationale Culture sans frontières, qui est donc un réseau des acteurs de solidarité internationale. L'objectif, c'est de pouvoir, étant un trait d'union entre les acteurs de solidarité internationale issus de l'immigration et les acteurs de solidarité internationale, l'Association internationale Culture sans frontières entend lutter contre toute forme de discrimination et de xénophobie qui est source, n'est-ce pas, d'exclusion et de mise à l'écart des personnes qui, justement, de par leur parcours, ont besoin d'avoir un accompagnement à l'insertion sociale. Alors, vous qui accompagnez les migrants au niveau de l'Europe, qu'en dites-vous avec cette crise migratoire? Pour répondre donc à cette question, n'est-ce pas, si par rapport à ce que vous disiez, par rapport à votre question, peut-on parler aujourd'hui de la fin de l'immigration en Europe? Il faut de préalable, il faut donc noter que l'immigration fait partie des fonds de commerce de toute institution, que ce soit une institution européenne, occidentale et autres. L'immigration fait partie de son fonds de commerce. Mais dire qu'on peut aujourd'hui, c'est la fin, n'est-ce pas, de l'immigration, c'est un peu, n'est-ce pas, la poudre aux yeux. C'est de se foutre de la gueule du monde. Quand on sait très bien qu'il y a un précaré qui est fixé, n'est-ce pas, pour que chacun gère, n'est-ce pas, son immigré ou son immigration. Quand on sait, et je rappelle l'histoire, s'il vous plaît, quand on sait qu'après l'échec du nazisme, le clan des Alliés, c'est bien partager l'Afrique. Et leur mission, c'était justement d'aller pour sauver, entre guillemets, comment on appelle, pour sauver, entre guillemets, l'humanité en détresse. Et ça, c'était justement pour étendre leur impérialisme. Qu'on ne me dise pas aujourd'hui que ça va être la fin de l'immigration en Congo. Et lorsque vous parlez de fonds de commerce, est-ce que vous n'êtes pas trop dur? Ah non, c'est le constat. Le constat est, mais alors là, est édifiant. Prenons par exemple... commerce de quoi? Mais tout simplement parce que, comme je l'ai dit, l'immigration fait partie du fonds de commerce parce que chacun a son précaré. Prenons un exemple de la France où nous sommes. Il y a des institutions en France qui se prévalent pour être spécialistes de l'immigration sénégalaise, de l'immigration malienne, de l'immigration XY. Et elles sont spécialistes. Pour peu que quelqu'un a été en coopération dans ce pays de l'immigration, de retour dans son pays d'origine, il devient spécialiste. Donc c'est lui qui va, n'est-ce pas, savoir les besoins de ces populations qui se déplacent pour aller rechercher la vie ou l'aumône ou quelque chose ailleurs. Donc c'est ça que j'appelle. Et plus, quand on va dire, on va mettre en place, donc dans ce cas-là, quand je dis
fonds de commerce, c'est parce qu'on va mettre en place toutes sortes de dispositifs dont la mission, ce serait de protéger ces gens-là, de leur donner, de leur dire, vous avez le droit à, vous avez le droit à ceci. Et quand on arrive sur le terrain, c'est plutôt la valeur qu'ils apportent par rapport à la production économique qui va compter. Ce n'est pas le fait qu'ils soient là. Quel est le rapport de ce que vous dites et la crise migratoire en Europe? Et ça, c'est important de le souligner. Le rapport, ce que je dis par rapport à la crise migratoire en ce qui concerne l'Europe, c'est que de plus en plus, on va indexer l'immigrant comme étant celui qui vient prendre le pain de l'autre. Alors qu'en fait, on a besoin de lui pour développer l'économie. Pour développer l'économie, pour développer le pays. Alors, quand on parler de crise migratoire aujourd'hui, c'est justement parce que le flux migratoire fera en sorte que on va chercher à changer de fusil d'épaule. C'est que on parlait de la coopération, ça n'a pas marché. On parle de coopération décentralisée, ça ne marche toujours pas. Et il y a toujours des flux migratoires. Donc aujourd'hui, nous dire que c'est la fin, n'est-ce pas, de l'immigration. Non, c'est juste parce qu'on veut nous amener à réfléchir sur une autre forme de la gestion de flux migratoires. Donc vous voulez dire que les Européens ne jouent pas franc jeu? En tout cas, mais tout à fait. Mais attends, c'est la mise en scène de la vie quotidienne. Et attention, la vie de qui? Des êtres humains. D'où la question, n'est-ce pas, de bafouement des droits de l'homme. Parce que qu'est-ce que ça veut dire qu'on va aujourd'hui te dire, viens, on te donne du travail, et ce travail va permettre à ce que le pays se développe, pour qu'après on te dise, ah oui, mais est-ce que ce ne serait pas bien si tu faisais ça là, dans ton pays d'origine? Quand on sait que dans ton pays d'origine, quand tu vas revenir, tu n'auras plus de place. Et vous voulez dire que l'Europe déshumanise des migrants? L'Europe utilise les migrants pour ses intérêts économiques et pour ses intérêts du développement. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est cela qu'il faut comprendre. Et moi, dans mon métier, et justement, mon métier d'éducateur spécialisé, c'est aussi ça. C'est-à-dire que quand, en plus, ça concerne les jeunes mineurs qui veulent, n'est-ce pas, se frayer un chemin dans la vie et qu'on met les dispositifs en place pour faire croire qu'on les protège, qu'on va les accueillir, on les protège, tout en sachant qu'ils vont quitter leur pays d'origine au prix de leur vie pour arriver, n'est-ce pas, dans ces pays où ils pensent qu'on a mis en place des dispositifs pour pouvoir les accueillir, les encadrer, les orienter. Et qu'est-ce qui se passe? On n'a qu'à... L'actualité oblige. Et c'est comme ça qu'on les trouve. On les trouve, ces jeunes, qui sont en perte de repères et qui se radicalisent. Donc vous voulez dire que l'Union européenne, selon vous, bon, je peux reposer cette question, et comment l'Union européenne gère cette crise migratoire? Il faudrait que l'Union européenne, chaque composante de l'Union européenne, que chacun prenne ses responsabilités, qui ne se jette pas la balle les uns par rapport aux autres. Les uns sont mis, n'est-ce pas, sur les bancs des accusés au détriment des autres, que chacun ne tire pas la ficelle de son côté, mais que tout le monde puisse s'asseoir autour d'une table pour établir les règles de jeu. Est-ce à dire que l'Union européenne est divisée sur cette crise migratoire? Bien entendu, mais chacun presse pour sa chapelle. Si tout au moins tout le monde pouvait s'asseoir pour qu'on puisse réfléchir en ayant une politique commune de la gestion du flux migratoire, on ne serait pas là en train de parler de la fin de... On sait que, par exemple, les pays d'Europe, je vais dire, centrale et orientale, ont une autre vision de la migration. Ils ferment les frontières. On a plus de 13 000 migrants au niveau de l'île de ces pays. Alors, que faire dans ce cas-là? Il ne faut pas... Nous avons aussi la France qui donne son ton, qui défend. Nous avons deux politiques. Que faire dans ce cas? Non, attendez, il ne faut pas se foutre de la gueule du monde. Donc, on a bien entendu. En reprenant l'histoire de la France, puisque vous parlez de la France. En 1974, quand Giscard arrive au pouvoir, il ferme les frontières de l'immigration.
D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire fermer ses frontières? Et puis quelques années plus tard, il y en a quelqu'un d'autre qui va venir pour nous parler. Il y avait aussi la crise, je vais dire, oui. pétrolière. Il n'y a plus tellement de crises qui ont obligé. Quand on veut noyer son chien, on l'accuse de rage. D'accord? Quand le chien ne peut plus aboyer, quand le chien ne peut plus attraper le gibier, on va l'accuser de rage. Non. L'immigration choisie, ça, on a parlé de ça, c'est quand il faut des migrations qui produisent. Et quand on parle de ça, c'est juste qu'on va aller chercher ce dont l'Europe ou l'Occident n'a pas pour pouvoir continuer de développer l'Europe sur le plan économique et même sur le plan humain. Parce que si on regarde, si on regarde en même temps sur le plan démographique, sacré nom de Dieu, mais ça saute aux yeux. L'Europe vieillit, l'Europe va en vieillissant. La population européenne ne se renouvelle pas. Donc il y a beaucoup... Donc l'Europe a besoin de migrants. Mais comment cette Europe peut encore fermer ses frontières aux migrants? C'est pas contradictoire, mais bien sûr, c'est pour ça que je disais que nous sommes là devant la mise en scène de la vie quotidienne. C'est complètement contradictoire et on ne va pas nous le faire avaler cette couleuvre-là. Non. Il faut juste comprendre qu'il faut inviter tous les acteurs à s'asseoir autour de la table pour réfléchir. Et que ce n'est pas à eux tout simplement, parce que comme c'est entre eux, ils peuvent se le dire. Mais nous, on n'est pas là. C'est-à-dire nous, quand je dis nous, c'est nous les migrants. On n'est jamais associés à ce travail-là. Quand bien même on est associés, on vous dit déjà ce que vous allez dire. Donc forcément, vous n'êtes pas associés. Non, il faut jouer franc jeu. Alors, c'est de dire, les organisations de solidarité internationale, ces réseaux des acteurs de solidarité internationale auxquels appartient l'Association internationale Culture sans frontières, la mission, c'est de pouvoir sensibiliser toute cette Europe-là, la Commission économique européenne, tous ces pays européens qui ont besoin de l'immigrant pour développer leur économie, qu'ils ont intérêt à s'asseoir autour de la table pour réfléchir sur une vraie politique humaniste. Mais je réitère ma question. Vous dites que l'Europe a besoin de ces migrants parce que l'Europe est vieillissante. Et cette même Europe ferme ses frontières. C'est dit que l'Europe a pu avoir ce qu'elle voulait avoir. Oui. Alors, si... Attendez, vous me faites rire. Vous faites votre émission pour essayer qu'on réfléchisse sur des questions concrètes. Vous voulez mais ces questions vous amènent effectivement à dire votre vérité et à dire ce que vous pensez sur la crise migratoire en Europe. C'est l'objet même, l'objectif de cette émission. Mais oui, le parcours migratoire est tel que ce parcours est riche des valeurs. Valeurs familiales, valeurs humanistes, valeurs sociales, valeurs culturelles, et valeurs politiques pour peu qu'on mette au centre de la discussion, d'échange, toutes ces questions que je viens de vous énumérer. Mais si simplement on met autour de la table la question d'intérêt économique, mais bien entendu, on va choisir. On va choisir celui qui va venir. Mais c'est vous qui citez les valeurs, mais l'Europe ne cite pas ces valeurs-là. Mais justement, l'objet, et ça je ne vous le fais pas dire, je vous remercie de m'inviter, n'est-ce pas, pour suivre, n'est-ce pas, le parcours de cette émission, pour justement que l'objet de votre émission, c'est de pouvoir sensibiliser l'opinion internationale. Bien sûr, sur cette question-là. Nous jouons notre rôle. Ben oui, nous posons la question qu'il faut. Vous les médias, vous faites bien votre travail, et nous, les acteurs de solidarité internationale, nous, notre mission, c'est ça, et puis les professionnels de l'éducation spécialisée, c'est ça aussi. Mais est-ce que vous qui parlez, vous qui suivez ces migrants, qui êtes responsable, président de telle association, est-ce que vous êtes écouté par l'Europe? Est-ce que vous êtes associé au débat pour leur proposer des solutions idoines? Oui, en même temps... Quel est réellement votre rôle par rapport... Aussi, je pourrais même poser la même question. Votre rôle par rapport à cette crise migratoire. Est-ce que vous êtes écouté? Et que faites-vous? Voilà. Alors, c'est vrai qu'il ne faut pas non plus... ce qui est dit, ce que je viens de dire, c'est malheureusement une triste réalité. Néanmoins, de plus en plus, si je reprends un peu pour tout mon parcours, moi personnel, depuis que je suis en France depuis 1976, et sur le plan associatif et sur le plan professionnel, et par rapport à ce que je fais aujourd'hui, à savoir
accompagnement à l'insertion sociale pour des personnes en difficulté interculturelle, je pense qu'il y a quand même une écoute et une prise en compte du professionnel que je suis. C'est la demande qui est importante par rapport à l'offre de services que nous pouvons avoir, nous les professionnels. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a le flux migratoire qui arrive du jour, mais ce n'est pas en plus non plus. Donc moi, ce que je veux dire, est-ce que vous êtes écouté par l'Europe? Non, mais... C'est pas de dire qu'il y a la demande est forte et ceci, mais vous faites quoi concrètement en Europe? Là, je ne dis pas qu'on n'est pas écouté. Je dis tout comme je l'ai dit, je reprends tout ce que je dis au début. C'est-à-dire qu'on est souvent invité. Mais c'est tout comme si on vous invite en vous disant ce que vous allez dire. Donc vous n'avez pas la liberté d'expression de dire exactement ce que vous pensez, parce que sinon on ne vous invitera plus. Donc les émissions... vous faites du suivisme alors? Non, mais c'est pas ça. On va vous retirer la gestion des migrants en France. Non, mais c'est pas... C'est juste pour dire que nous souhaitons être régulièrement invités et qu'on ait la liberté d'expression, la liberté de communication, la liberté de pouvoir émettre des idées et suivre que ces idées aboutissent à la réflexion par rapport aux actions concrètes qui permettent aux migrants de trouver un semblant de mieux vivre ensemble sur un territoire donné. Ce que je viens de dire est fondamental. J'ai utilisé le mot « mieux vivre ensemble ». Parce que ce que je viens de dire là, quand vous écoutez les discours des politiques, que ce soit les politiques européennes ou les politiques occidentales, ils terminent leur discours en disant quoi? Vivre ensemble. Le vivre ensemble, nous l'avons dans notre commune, nous l'avons dans notre région, alors qu'en réalité, il n'en est rien du tout. Donc, pour répondre à votre question, ou pour donner un élément d'information par rapport à votre question, nous nous sommes écoutés dans le registre de mettre en place des actions concrètes pour l'accueil, l'encadrement et l'orientation de ce flux migratoire qui arrive. Parce que c'est possible. Parce que c'est réel. Alors, il y a une autre question. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore parler du droit d'asile en Europe? Pourquoi pas? Le droit d'asile est un droit... Parce que ce que vous dites est contradictoire par rapport au droit d'asile. Oui, mais bien sûr, on est tout le temps en contradiction. Il faut admettre qu'on est tout le temps en pleine contradiction. C'est l'objet des émissions comme la vôtre et des actions que nous menons, c'est d'arriver à relever ces contradictions pour mettre l'homme au centre de préoccupation, pour lever ces contradictions. On ne peut pas aujourd'hui, selon la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui a les droits d'asile, et puis on va faire le tri des droits d'asile aux uns et aux autres. Mais quand même... Quand vous parlez de tri, vous faites allusion à quoi? Non, mais par exemple, j'accompagne moi les migrants dans les institutions de demandeurs d'asile, l'OFPRA et autres. Quand on écoute les récits des migrants, il y a certains récits qui sont pris en compte et pas d'autres. Bon, de deux choses l'une. Soit c'est droit d'asile pour tout le monde, ou c'est droit d'asile pour certains. OK? Mais on ne peut pas faire deux poids, deux mesures. Ou alors on fait un choix. Donc le droit d'asile, c'est un droit pour tout le monde qui formule la demande d'asile. Maintenant, il est nécessaire qu'il y ait un accompagnement pour ceux qui sollicitent la demande d'asile. Dans ce même point, est-ce que la Cour européenne des droits de l'homme réellement impliquée dans cette crise migratoire? Parce qu'on n'entend pas. Elle devrait être. C'est sa mission cette Cour première. Européenne est inaudible. Bien entendu, mais non, mais encore une fois, Daniel, l'objet de cette émission, c'est ça. C'est de pouvoir relever les insuffisances. Les insuffisances, n'est-ce pas, de ce Cour européen des droits de l'homme, qui ont que c'est sa mission de veiller au respect, n'est-ce pas, du droit d'asile
parce qu'il est question de ça, mais du respect des droits de l'homme tout court. Parce que le droit d'asile est inscrit dans le respect des droits de l'homme. Donc, c'est la mission, n'est-ce pas, de la commission de la commission, n'est-ce pas, que vous citez là. Donc, on peut dire que la crise migratoire en Europe, c'est tout simplement que il y a au niveau de ces États le non-respect de la loi des droits. Tout à fait, mais c'est tout ce qui est dénoncé. C'est pour ça qu'il y a des manifestations. C'est pour ça qu'il faut... Alors, en même temps, il faudrait qu'on puisse être clair sur une chose. Il faut susciter des réflexions, justement, pour que ces droits soient respectés. Bon, manifestation, ok. C'est que manifestation de liberté d'expression, de communication et de liberté d'idées et tout ça, ok. Mais il faut surtout solliciter à ce qu'il y ait des actions concrètes qui soient mises sur la table pour préserver et défendre ces droits dont a besoin chacun d'être humain, chacun de nous, pour vivre mieux sur un territoire quelconque, parce que la terre n'appartient pas à une personne, elle appartient à tout le monde. Alors, on peut aussi dire pourquoi c'est un pays européen ne respecte pas le droit d'asile. En fait, comme je disais tout au début, c'est vrai qu'il y a certains qui sont mis sur le banc des accusés et d'autres qui sont les mauvais élèves, mais c'est une question d'intérêt. C'est qu'une question d'intérêt. Et on a entendu les hommes politiques en disant « ouais, on ne veut pas accueillir toutes les misères du monde ». Oui, mais c'est quoi les misères du monde? Hein? C'est quoi toutes les misères du monde? Et c'est quoi la misère même d'abord? C'est-à-dire qu'eux, ils ont bien identifié d'où viennent ces misères et disent on ne va pas accueillir toutes les misères du monde. Non. Alors, quand on dit pourquoi certains pays sont des bons élèves et d'autres des mauvais élèves, pour prendre enfin, dans cette affaire-là, puisqu'on est en France, on peut parler de la France. Jusqu'ici, la France n'est ni bon élève ni mauvais élève. Mais la France fait ce qu'elle peut en mettant en place des dispositifs pour pouvoir accueillir, encadrer, orienter les migrants. Simplement, compte tenu de son précaré, à savoir une bonne partie de l'Afrique, donc l'Afrique francophone. En quoi est-ce que la France n'est ni bon ni mauvais? Non, il n'y a pas ni. Non, ce qu'il est, en tout cas moi, professionnel français, donc français, j'exige et je souhaite que la France fasse mieux qu'elle fait aujourd'hui pour l'accueil des migrants. Et ne joue pas, n'agite pas le chiffon rouge à des moments, et puis à un autre moment on met ça dans le tiroir et puis le sort quand on approche, n'est-ce pas, aux échéances électorales et on fait la publicité, oui on va faire ça, non, c'est pas ça. Il faut justement, dès lors qu'on a mis l'homme au centre de préoccupation. Donc vous voulez dire qu'au niveau de la migration, la France fait de la récupération politique? Quand ça l'arrange. Quand ça l'arrange. Quand ses intérêts sont en jeu. Ah oui, il faut le dire. Et que ça, c'est des choses qu'il faut le dire et qu'il faut dire, il y en a marre. Donc il faut quand même, que l'homme soit au centre de préoccupation, qu'il ne faut pas y avoir de récupération. Et nous avons aussi le ministère de l'Intérieur en Allemagne qui veut renvoyer des migrants vers la Grèce l'année prochaine. Et la Grèce dit non. Et vous, quel est votre point de vue? Non, mais c'est juste... Est-ce que ce n'est pas une contradiction de voir ce pays qui a accueilli plus d'1 million de migrants? Je pense qu'on doit se répéter, mais c'est important de se répéter parce que, en tant qu'éducateur spécialisé, éduquer, c'est répéter plusieurs fois pour que ça puisse rentrer. Non. On ne peut pas utiliser l'être humain comme un objet. C'est un sujet. Ce n'est pas un objet
qu'on va utiliser à sa guise pour des intérêts mercantiles et puis après, quand ça ne va pas, non, c'est pas possible. Ça ne peut pas se faire. L'Allemagne ne peut pas dire je prends mon petit, parce que qu'est-ce qui se passe en Allemagne? L'Allemagne fait quand même, même si on en parlait d'ailleurs avant-hier, même si l'Allemagne favorise la formation des migrants sur un secteur d'activité mieux qu'un autre, d'ailleurs la France ne fait pas mieux non plus, hein. Par exemple, vous avez des secteurs d'activité en France qui ne sont pas occupés par les Français. C'est les autres qui occupent ces secteurs d'activité, hein. Bon, l'Allemagne, pareil. Bon, mais il faudrait donner la chance à tout le monde pour qu'il puisse accéder à ces capacités physiques et intellectuelles innées et acquis. D'accord? C'est que quand vous êtes né pour être professeur, partout où vous allez, vous devrez être accueilli, encadré, orienté pour devenir professeur. Alors, expliquez-moi, comment expliquez-vous que des pays comme la Hongrie, la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie ont une mauvaise réputation sur l'intégration des réfugiés, alors qu'ils en ont l'expérience? Oui, non, mais c'est un peu c'est un peu toujours ce qu'on est en train de dire, c'est-à-dire que on va mettre un critère d'évaluation aux uns et pas aux autres, juste pour une question des intérêts individuels ou pour dire ah oui mais t'es un mauvais élève, moi je suis un bon élève. Non, non, non. Il y a les commissaires européens de l'immigration, tout ce qui se fait au jour de tout ce qui se fait, tout ce théâtre qui est comme ça joué au devant de la scène publique, c'est des mises en scène. Encore une fois. Revenons sur cette crise en Europe. Qu'est-ce que vous préconisez en tant qu'éducateur spécialisé et président d'une association qui suit ces migrants? Qu'est-ce que vous préconisez pour éradiquer ce problème de crise en Europe? C'est la prise en compte à la fois du parcours migratoire et de l'histoire de vie de chaque migrant, et de l'inscrire dans le cahier des charges de tous les pays qui ont la mission d'accueil, d'encadrement et d'orientation de ce public migratoire. C'est-à-dire, les dispositifs qui sont mis en place ainsi dans ces pays migratoires doivent répondre à un bon accueil. Les migrants, quand ils arrivent dans un pays, ils ne trouvent pas des bonnes structures d'accueil. Une structure d'accueil, j'insiste beaucoup, accueil, encadrement. Tu as dit que les migrants ne sont pas bien accueillis en France? Il y a malheureusement un déficit des structures d'accueil des migrants. Je suis désolé de le dire, en tant que professionnel, éducateur spécialisé et président d'association. Il y a un déficit des structures d'accueil des migrants. Lorsque la France vous répond que les caisses sont vides, nous n'avons plus d'argent. Oui, mais d'abord, il faut me dire... s'occuper d'un migrant. Oui, non, mais il faut d'abord me dire lesquelles sont ces caisses qui sont vides. Lesquelles? Je ne sais pas. Il y a un budget chaque année pour gérer la France. Ah oui, mais... Non, mais d'abord... Il y a des autochtones qui n'ont pas d'emploi. Ils ont aussi leurs propres problèmes. Non, on ne peut pas me jeter la poudre aux yeux comme ça, en élucidant, n'est-ce pas, toutes les préoccupations qui sont les miennes. J'ai parlé de l'accueil, l'encadrement et l'orientation. Mais tout ça, il faut de l'argent. Mais l'argent... La France dit qu'on n'a plus les moyens. Et les contribuables, il fait quoi? Le contribuable français que vous êtes, que moi je suis, nous faisons quoi? Sur notre bulletin de salaire, il y a une rubrique où on prélève de l'argent pour mettre dans une caisse pour cette mission-là. Donc on ne peut pas à un moment donné me dire, ou alors qu'on soit clair, qu'on a affecté cet argent pour mettre en place des structures d'armement, pour les armes, pour pouvoir dresser les uns contre les autres.
OK? Donc, il faut qu'on soit clair. Non. Ça, je dis, j'énumère tout ça, les trois dispositifs. Donc, premièrement, vous parlez de l'accueil. Oui. Deuxièmement, l'accueil, l'encadrement. Et qu'est-ce que vous entendez par encadrement? C'est vaste, l'encadrement. L'encadrement des migrants? Encadrement des migrants. Comment on les encadre? C'est pas les mettre dans des ghettos. C'est pas de construire des ghettos. C'est-à-dire qu'en France ou en Europe, on construit des ghettos pour les migrants. Construire des ghettos pour les migrants. Non. Il faut que c'est comme on appelle ça, la mixité sociale. Et comment on appelle la diversité culturelle suggère que tout le monde qu'on vive ensemble. Le mieux vivre ensemble, c'est ça. C'est que dans votre immeuble, qu'on peut très bien être dans un immeuble de 8 étages, premier étage. Je dis ça, on peut rigoler entre nous. Hein. Premier étage. Au niveau de la Commission européenne, il y a toujours un département qui gère tous ces points-là. Oui, non, mais mon cher ami, si on peut mettre tout ce qu'on veut, mais si c'est vide, ça peut toujours être là. Si c'est des coquilles vides, qu'est-ce que tu veux en faire? Eh bien, vous n'avez rien dit sur les pays d'origine. Je crois qu'il y a aussi une lourde responsabilité à ce niveau. Je pense. Ces jeunes qui prennent la mer, qui prennent les routes. Daniel. Qu'est-ce qu'on fait pour freiner tout ça? Attendez, Daniel, on reprend le titre de l'émission. On reprend le titre de l'émission. Bien sûr. Et puis, on parlait du titre de l'émission. Maintenant, s'il faut parler. Parce que parler de solutions au niveau de l'Europe, si l'Europe doit prendre en compte tout ce que vous énumérez, mais il faudrait qu'il y ait aussi un travail qui doit... Oui, mais ça se fasse en amont. On est d'accord, mais ça va faire partie d'une émission spécifique, c'est-à-dire parler de pourquoi tu dois quitter ton pays pour aller ailleurs. Alors, je voudrais qu'on aborde un autre sujet, le rejet des migrants des côtes italiennes. Comment peut-on rejeter des migrants sur mer, sur l'eau, avec des enfants à l'appui? Ben, c'est ce que je disais tout au début, c'était la déshumanisation, n'est-ce pas, de cette question-là. C'est-à-dire que l'homme est devenu une bétail, l'homme est devenu un objet de marchandisation. C'est ce que je disais tout à l'heure, tout au début, que les migrations étant un fonds de commerce pour, n'est-ce pas, pour l'Occident et pour les autres. Voilà un bateau des marchandises qui portent donc des êtres humains qui sont donc des marchandises qu'on peut à gré utiliser ça comme ça, quitte à jeter dans la mer, alors que c'est des humains. C'est des humains qui sont appelés à aller pour développer l'économie d'un pays en souffrance, qui soit l'Europe, l'Italie, la France et autres. Et ce qui est encore plus dramatique et très inhumain, ce sont ces mineurs, ces enfants qui font partie de ces contingents, de ces cargos qui se trouvent dans ce bateau qu'on va jeter dans la mer. Ça revient à tout ce que nous disions tout à l'heure par rapport à cette crise migratoire, que les migrants, c'est le fonds de commerce de tout le monde. Et c'est intolérable, c'est inadmissible. On est où là? Et on dirait que le droit de l'homme n'existe plus. N'oublions pas aussi l'insouciance de ceux qui prennent le risque de prendre ses enfants avec eux en pleine mer. Tout à fait. Il faut aussi le souligner. C'est-à-dire que la souffrance des candidats à l'immigration, ils souffrent dans leur chair, ils souffrent dans leur tête, et en sachant très bien qu'ils ont laissé derrière eux une bonne partie de leur famille, et en prenant le risque à la fois, parce qu'il faut se rappeler, il faut se rappeler très bien que les candidats à l'immigration, quand ils partent de leur pays d'origine, ils dilapident ainsi leur économie pour aller à la recherche du bien-être. Mais la question n'est pas là, la question c'est le risque qu'ils prennent en pleine mer avec des enfants. Mais bien sûr, la question est bien là. C'est les risques qu'ils prennent. Et les risques qu'ils prennent, c'est-à-dire qu'en se confiant comme ça à des personnes qui soient matelots, capitaines d'un bateau, qui n'est autre que les marchands de rêve. Hein?
Ces bateaux qui a pris ces migrants-là, c'est pour les amener où? C'est pour les sortir de la misère dans laquelle ils sont, si tant est qu'ils sont miséreux dans leur pays d'origine. D'accord? Donc c'est ça qu'il faut condamner. Ça dit que l'Europe aujourd'hui ne reconnaît plus la valeur humaine. Ah, tout à fait, mais tout à fait, c'est-à-dire que c'est l'homme pas sujet, mais l'homme objet. L'humain pas sujet, mais l'humain objet, objet de marchandisation. Et ça, c'est ce que exprime cette histoire sur les côtes italiennes. Donc et chacun, on a bien vu comment chacun, n'est-ce pas, tire les ficelles de son côté. Ah, les Italiens disent, ah oui, mais les Français disent, ah non, vous êtes les mauvais élèves. Les Italiens disent, c'est vous les Français. Les Allemands disent, c'est vous, ainsi de suite. Mais c'est quoi ça? Et vous, dans votre association, une fois que ces migrants arrivent dans le pays d'accueil, que faites-vous concrètement? C'est justement ce que je disais tout à l'heure. On interpelle l'Europe, mais vous faites quoi? On les accueille, on les écoute, parce que l'écoute est importante. On les écoute, on les encadre et on les oriente dans des structures spécifiques par rapport à la langue. Parce que le déracinement de ces familles, parce qu'il faut bien comprendre que c'est souvent des familles qui prennent le risque de s'aventurer comme ça entre les mains, entre guillemets, d'un passeur. Là encore, il faudra parler des passeurs, d'accord? Pour aller à la recherche, n'est-ce pas, de bien-être ailleurs, qui n'ont pas chez eux. D'accord? Donc, là... Ces migrants dont vous parlez, de Paris à Bruxelles, en passant par l'Allemagne, l'Italie, etc., on les voit dans toutes les rues, sans papier, oui, sans domicile fixe. Mais tout ça, ça répond, cette remarque répond à ce que je disais tout à l'heure. Et à qui incombe cette responsabilité? L'Europe ou vous, les associations? Ah non, non, il ne faut pas non plus distribuer ainsi les responsabilités de part et d'autre, X et Y. La responsabilité est à tout le monde. Mais les premiers qui doivent, n'est-ce pas, avoir à assumer ces responsabilités, c'est ces pays-là qui ont la mission de les accueillir, que ce soit l'Italie, l'Allemagne ou la France. Nous, les acteurs, n'est-ce pas, de développement ou de solidarité internationale, nous, on fait tant bien que mal notre mission avec les moyens rudimentaires qui sont mis à notre disposition dans la débrouillardise, dans le bricolage. D'accord? Ce qui est demandé, c'est d'avoir davantage des dispositifs pour pouvoir accomplir notre mission. La question ne réside pas au niveau des acteurs comme nous, ça réside au niveau, n'est-ce pas, des pays, parce que les enjeux sont colossaux, les enjeux politiques, économiques sont colossaux. Donc à partir de ce moment-là, il faut établir, n'est-ce pas, l'échelle des responsabilités. On parle de responsabilités. Nous avons la Croix-Rouge qui est aujourd'hui incriminée de faire l'affaire des migrants, de faire l'affaire des passeurs. Et vous, associatif, qu'en dites-vous? Non, mais ça, on est sur le même registre, n'est-ce pas, de dénonciation de cette ambiguïté, de cette humanisation, n'est-ce pas, de l'homme. Qui est porté par ce bateau. Donc vous certifiez effectivement que ce bateau fait l'affaire des passeurs ou essaie de secourir ceux qui meurent en mer? Bien entendu, bien sûr qu'il fait l'affaire. Encore que les passeurs ne sont autres que leurs complices. Parce que c'est qui ces passeurs? Ce n'est pas vous, ce n'est pas moi. Les passeurs, c'est quand par exemple, on a vu dans les témoignages qui ont été montrés là, il y a un Burkinabé et un Ivoirien, il me semble. Mais ce n'est pas un Burkinabé qui doit être passeur, ce n'est pas un Ivoirien qui est passeur, c'est quelqu'un d'autre. Ça peut être un Burkinabé ou un Ivoirien qui soit passeur, mais quand on parle de passeur,
ça revient toujours à cette question de marchandisation, n'est-ce pas, de l'être humain. Et tout ce monde-là, il n'y a pas un autre qualificatif que de dire c'est un crime contre l'humanité. Oui, monsieur. Un crime contre l'humanité. Mais oui. Et comment vous décrivez cela? Mais un crime quand tu ne fais pas... Parce que si on se réfère à une question philosophique, pour dire que nous sommes dons de Dieu, donc il y a la Déclaration universelle des droits de l'homme, donc premier article, tout ça, il faut respecter ça. Quand tout ça n'est pas respecté, qu'est-ce qu'on fait? On est sur le banc de quelqu'un qui a commis un crime. Et vous qui êtes associatif, est-ce que vous avez aussi pensé à une solution? Comment aujourd'hui canaliser tous ces migrants qui viennent en Europe? Parce qu'il n'y a pas d'autre solution en Afrique que de venir absolument en Europe. Bien. Cette question m'amène justement à parler des candidats à l'immigration de leur pays d'origine. La question c'est pourquoi quitter sa terre natale, sa famille? Parce que l'Europe ne peut pas recevoir tout le monde, oui. Tous ces migrants. On est d'accord là-dessus. C'est-à-dire que là, ce que vous venez de me poser comme question ou d'aborder comme sujet, c'est de réfléchir sur pourquoi quitter son pays et dans quelles conditions. C'est de voir déjà que dans ces pays où il y a des candidats à l'immigration, ces pays n'ont pas pensé à un moment donné mettre en place une structure qui prépare les candidats à l'immigration. On prend un exemple, nous avons cité Burkinabé et Côte d'Ivoire. Un Ivoirien qui va quitter la Côte d'Ivoire pour aller en France, il n'a pas d'informations précises et claires et nettes sur les dispositifs qui existent en France pour l'accueillir et pour l'encadrer et pour l'orienter sur ce qu'ils veulent faire. Bon, on me dira, pour les étudiants, ça existe. Pour ceci, pour les commerçants, ça existe. Pour ceci, ça existe. Pour cela, ça existe. Mais pour celui, entre guillemets, parce que dans les récits des migrants que nous écoutons, il y a 60 à 70% des gens qui disent « on vient se chercher ». On vient se chercher. L'Europe ne peut pas recevoir tous ceux qui viennent se chercher. Oui, mais que faire donc? Oui, non, mais c'est-à-dire que quand déjà tu as dans la tête que tu n'as rien chez toi, donc il faut aller ailleurs te chercher, tu te livres. Donc la question maintenant, c'est de sensibiliser ces pays d'origine des candidats à l'immigration, de pouvoir s'organiser à sensibiliser, comment on appelle, leurs citoyens. Vous voulez parler d'une migration légale? Non, je ne parle pas de légal et illégal. Pour moi, la circulation des personnes et des biens doit être uniforme sur la terre. La terre n'appartient à personne, appartient à tout le monde. La déclaration de l'universelle de l'homme ne dit pas que tu es né ivoirien, donc tu vas rester en Côte d'Ivoire et tu mourras en Côte d'Ivoire. Non. Dit que tu peux circuler, voilà. Donc à partir de ce moment-là, on donne la possibilité à chacun de pouvoir se mouvoir, de pouvoir s'émanciper, de pouvoir se déplacer et de pouvoir se stabiliser où il peut se stabiliser. Donc c'est tous les pays, que ce soit le pays d'origine, le pays d'accueil, doivent avoir chacun à son niveau un dispositif d'organisation de la circulation des personnes et des biens. Donc, au lieu d'accuser toujours l'Europe, accusons aussi les responsables des pays de tout part. Sans parler de l'accusation, c'est sensibiliser. Moi, je n'appelle pas accusation. L'accusation, c'est par rapport au rejet, parce qu'on dit aujourd'hui, l'Europe rejette les migrants. Tout à fait. Or, les migrants viennent de quelque part. Tout à fait. Alors, pourquoi quittent-ils leur pays? Voilà. Et pourquoi rien n'est fait pour les retenir dans leur pays? Voilà. Donc, ça pose la question de management qui est à tous les niveaux. C'est au niveau des pays
des candidats à l'immigration et c'est aussi au niveau des pays d'accueil de l'immigration. C'est que quand il n'y a pas un vrai management humain, j'entends, c'est-à-dire pouvoir savoir que Daniel a une qualité dont on va prendre en compte pour faire évoluer Daniel à l'excellence, pour qu'il devienne un acteur incontournable pour le développement, c'est ça le management. Et qui doit le manager, le migrant? C'est toutes les personnes qui sont amenées à arriver à la magistrature suprême pour le management. Quand on prend l'exemple de l'Afrique. Mais vous ne répondez pas toujours à ma question. Non, mais parce qu'il doit manager où le migrant? Dans son pays d'origine? Non, dans son pays d'origine. Dans le pays d'accueil? Non, d'abord dans le pays d'origine. D'abord dans le pays d'origine. Quand je parle, c'est qui doit manager? Quand vous parlez de qui doit manager, dans les pays de l'immigration, ceux qui accèdent à la magistrature suprême, ils n'accèdent pas à la magistrature suprême parce qu'ils ont conscience qu'ils ont quelque chose à apporter pour leurs semblables, pour leur famille. Ils ont plutôt conscience à leur propre ego. Donc si chacun laissait de côté son ego pour savoir qu'il va être au service de l'autre, et s'inscrit dans une dynamique de management, alors il y a une différence qui va se faire. On peut réduire les inégalités créantes au niveau de la circulation des personnes et des biens d'une manière illégale dans les frontières. Et à ce moment-là, il n'y aura peut-être pas de frontières, puisque c'est le président de l'association internationale Culture Sans Frontières qui parle. Parce que si on n'avait pas établi les frontières entre les uns et les autres, tout simplement mettre en place un cadre dans lequel tout le monde peut être encadré et négocier dans ce cadre-là. Et où se sont ces cadres? Dans le pays d'accueil ou en Europe ou en Afrique? Ça commence d'abord par le pays d'accueil. Il y a un déficit justement d'abord dans le pays d'origine. Et ce même déficit, on va le retrouver dans le pays d'accueil. Ce qui va faire le jeu de ceux qui vont être comme le passeur, comme le capitaine de bateau, comme l'Aquarius, qui vont dire, bon, il y a un déficit ici, donc on prend. Parce que tant qu'il n'y a pas de fragilité... Donc vous voulez parler du management entre l'Europe et l'Afrique pour mieux gérer le migrant, ou pour mieux intégrer le migrant? Tout simplement, c'est que qu'il y ait ce management en Afrique d'abord, c'est-à-dire au pays de candidats à l'immigration, et que l'équivalent de management se retrouve ici. Un ministre africain, quand il est ministre, il n'est pas ministre pour ses frères, il est ministre pour son ventre. D'accord? Bon, on va peut-être trouver l'équivalent ici, mais et c'est ça qui fait la différence que ici, l'autre essaie de donner un peu de mou pour dire, voilà, on pourrait peut-être donner un tout petit peu. Donc, si je comprends bien votre analyse, il nous faut un ministère pré-migration qui va gérer le migrant, qui va être reçu dans la post-migration, c'est-à-dire le pays d'accueil. Oui, afin de pouvoir l'intégrer, si je comprends bien. Parce que le management, c'est un pont entre l'Europe et l'Afrique. On ne peut pas manager quelqu'un seulement dans le pays d'accueil ou dans le pays d'origine. On aura toujours ce déficit dont vous parlez. Donc, pour mieux le manager, il faut concilier. Sinon, les deux continents. Si je comprends bien, là, je n'arrive pas à percevoir réellement où vous situez votre management de la migration. OK. Alors, nous, on travaille avec un professeur qui a créé le département de l'immigration internationale au niveau des universités africaines et européennes, pour ne pas dire françaises et camerounaises. D'accord? Le département, parce que ces départements n'existent pas dans des universités, le département de l'immigration internationale. Cette question de migration internationale n'est pas une préoccupation des dirigeants des pays de l'immigration. Et le déficit provient justement de là. Donc il faut intéresser ou mobiliser les responsables européens. Par exemple, nous parlons toujours de l'Europe africaine.
Alors, il faut mobiliser ces autorités européennes à s'intéresser à cette politique migratoire internationale afin de pouvoir mieux canaliser ces flux migratoires. Voilà. Alors, c'est ce que, en 1990, ça vous m'amenez donc à revenir dans le problème d'histoire. En 1990, le président de la Fédération africaine des travailleurs, de la Fédération française des travailleurs africains, avait organisé l'immigration africaine et maghrébine à l'UNESCO. L'objectif, c'était justement ça. C'est-à-dire de faire en sorte que les pays où il y a les candidats à l'immigration et les pays qui sont les potentiels accueils des migrants puissent se retrouver pour réfléchir ensemble l'équivalent des dispositifs qui peuvent exister pour à la fois sensibiliser les migrants dans leur parcours migratoire, pour que dans ce parcours, que tout le monde y trouve un peu son compte, qu'il y ait un minimum des déséquilibres, un minimum d'inégalité, parce que n'importe comment, quoi qu'on dise, il y aura toujours, comment on appelle ça, il y aura toujours une inégalité, mais le fait qu'il y ait l'absence de concertation au niveau des pays, des candidats à l'immigration et des pays d'accueil de l'immigration, du fait qu'il y ait absence de concertation, la fragilité est beaucoup plus criante et les catastrophes sont alors aussi présentes aussi au jour d'aujourd'hui. D'où la crise migratoire, parce qu'il y a justement l'absence de tout ce que je viens d'énumérer. Il n'y a pas de concertation. Par exemple, on se rappelle qu'il y a eu une époque où il y avait un Charter pour 101 Maliens. Hein, on les a envoyés au Mali. Et puis, bon, peut-être qu'ils sont revenus. Machin. Donc, ça, c'est des histoires, c'est des choses que nous ne souhaitons plus que ça puisse se reproduire. Parce que l'homme n'est pas un objet, il est sujet. Monsieur Robert Fopa, merci d'être venu. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et mesdames et messieurs, notre émission tire à sa fin. À bientôt. Merci à toi. Et je pourrais toujours répondre à ton invitation quand mes obligations me le permettent. J'essaierai, autant que faire se peut, aménager mon temps pour pouvoir être à l'écoute et apporter ma modeste contribution par rapport au travail ô combien méritant qui est le tien. Merci infiniment. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et à bientôt.